Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Emmanuel Macron appelle au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza et à la reprise du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il le redira dans quelques minutes à Al-Arish où il se trouve côté égyptien à une cinquantaine de kilomètres de l'enclave palestinienne auprès du président Al-Sisi. La pression est retombée sur les marchés financiers, mais pas celle entre Pékin et Washington. La Chine dit à l'instant qu'elle refuse la pression, les menaces et le chantage. Fin de citation. Donald Trump, lui, parle d'une taxe à plus de 100% sur les produits chinois importés. On y reviendra dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, un chiffre. 400 000, c'est le nombre d'enfants et de jeunes majeurs placés ici en France sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, une institution publique minée par les drames et par les défaillances qui ont lieu dans l'indifférence quasi générale, sauf lorsque quelques affaires terribles arrivent devant la justice. Associations et professionnels du secteur, militants, crient dans le désert depuis des années. C'est en tout cas l'impression qu'ils ont. Une commission d'enquête parlementaire rend aujourd'hui un rapport très attendu sur une politique publique à bout de souffle. L'occasion pour nous de s'arrêter sur ce qui est peut-être un mal français. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Claire Hédon, Lies Loufoque et Natacha Vesnitch. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes défenseur des droits et vous aviez alerté en janvier dernier sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Je crois une alerte assez rare sur ce sujet. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Lies Loufoque, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant pour les droits des enfants, membre fondateur du comité de vigilance des enfants placés. Vous avez vous-même été placé à la naissance, confronté à la maltraitance et à la violence que vous avez souvent raconté ces dernières années et témoigné. Natacha Vesnitch, bonjour, vous êtes ici chez vous, journaliste à France 24. Natacha, vous signez pour notre rédaction un nouveau numéro de 7 en France sur ce système à bout de souffle qui est celui de l'aide à l'enfance et que le rapport d'enquête parlementaire dont il confirme de l'État. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose tout de suite de voir un extrait de votre émission, Natacha. Vous nous y présentez Maëva. C'est une ancienne enfant placée qui fait partie de ces jeunes broyés, c'est le mot, par la protection de l'enfance. On regarde. Maëva a 23 ans. Elle en avait 16 quand elle a été placée à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Des séjours en foyer et en famille d'accueil censés la protéger, mais qui l'ont abîmée. J'étais plus cet enfant qui rigolait et qui voulait toujours sortir avec ses amis pour jouer dans les parcs. En fait, ils m'ont retiré beaucoup de choses, l'aide sociale à l'enfance, je dirais. Une confiance en moi. Maltraitée par sa mère, c'est Maëva qui a demandé à être placée. Originaire de la région de Lille, elle est envoyée du jour au lendemain dans le département de la Creuse. Elle ne le sait pas encore, mais elle fait partie de cette soixantaine d'enfants placés dans un réseau de familles d'accueil sans agrément. Les 2 hommes à la tête du réseau ont été condamnés en décembre dernier à plusieurs années de prison pour violences multiples et travaux dissimulés. Par manque de place, on m'a dit d'aller loger dans la caravane, en fait. Elle n'était pas aménagée. Il y avait des cartons, il y avait un peu tout dedans. Donc moi et les filles, on a dû débarrasser la caravane, en fait. Aménager le lit, aérer, parce que ça sentait énormément mauvais là-dedans. Mes besoins, je les faisais derrière la caravane parce que la nuit, ils fermaient la maison. Donc j'avais pas le droit d'entrer à l'intérieur. J'avais pas le droit de téléphoner à ma mère. Même si ça se passait mal, que je voulais tout dire à ma référente, elle ne m'écoutait pas. Mais vu que nous, on est des enfants placés, déjà problématiques pour eux, on ne croit pas. Pendant ce séjour de rupture, Maëva n'est pas scolarisée. Sa référente à l'ASE est aux abonnés absentes. Les semaines passent, jusqu'à ce jour où l'adolescente décide de s'enfuir. Bruno, il commence à venir me disputer à la caravane parce que justement je parlais trop et qu'il voulait me retirer mon téléphone. Il m'a mis une grande claque, je suis tombée. De là, en fait, je me suis enfermée dans la caravane, en fait. J'ai attendu quelques heures, j'ai fait quelques affaires et je me suis sauvée.
Cette fois-ci, pas question pour Maëva de se tourner vers l'ASE. Elle décide de se débrouiller toute seule, le début d'une longue descente aux enfers. Je me suis autodétruite quand même. Et heureusement que je me suis réveillée après ces 4 ans, parce que les filles qui font ça, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont mal fini en fait. Donc je dirais que oui, l'ASE pour moi, ça a été un gros problème dans ma vie, le plus gros problème de ma vie. Voilà, cette jeune fille a été victime d'une famille qui n'avait pas d'agrément et dont le procès a eu lieu à l'automne dernier, on l'a dit. À l'issue de ce procès, plusieurs personnes ont été condamnées à des peines de prison. Une affaire hors norme. Claire Hédon, peut-être on peut commencer avec vous, qui a prospéré sur les failles d'un système, des failles qui semblent béante, abyssale. Je trouve pas si hors norme que ça. L'histoire de Maëva est assez révélatrice de dysfonctionnement que nous on pointe depuis 14 ans, depuis le début de l'institution, où on est régulièrement saisi d'histoires comme celle-là. La nouveauté, il y a 2 ans, c'est qu'on est alerté par des magistrats qui nous disent nous avons pris des décisions de placement ou d'accompagnement en milieu ouvert qui ne sont pas appliquées. Et dans la loi organique, les magistrats ne peuvent pas nous saisir, donc nous nous sommes autosaisis. Mais c'est la première fois qu'on est alerté par des magistrats. Et on est parti en enquête dans 14 départements. On a rendu déjà des décisions dans 7 départements et une décision cadre. Maëva, elle dit beaucoup de choses qu'on a observées, nous, dans les réclamations qu'on a eues et dans ce qu'on a traité. Changement de département. Donc, en fait, comment le département du Nord peut contrôler ce qui se passe dans la Creuse au sud de la France? Parce qu'à partir du moment où un département place un enfant, il doit y avoir un système de contrôle des lieux d'accueil. Donc là, il n'y a pas de contrôle. Rupture de scolarité, quelque chose de très classique. Enfin, l'idéal, c'est quand même que la personne reste scolarisée, a priori dans l'endroit où elle est, ou pas loin, et en tout cas pas de changement de département. Pas écouté, très révélateur. On n'écoute pas tous ces jeunes. Elle a dénoncé des violences, elle a dit que ça se passait pas bien, elle n'est pas entendue. Donc ça, c'est aussi révélateur. Et elle dit à un moment, je me suis autodétruite. Je trouve que c'est le système qui l'a détruit. Et c'est ça qui doit nous alerter. C'est ce que nous avons fait fin janvier avec la décision cadre que nous rendons, en faisant un certain nombre de recommandations. Et dont je dirais, pour moi, la principale, c'est qu'il y a la responsabilité des départements, ceux qui sont chefs de file de la protection de l'enfance. Mais c'est l'État qui est garant de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et il faut rappeler à l'État son rôle absolument central dans toutes les questions d'accès aux soins, d'accès à la scolarité. Et ce qu'on appelle, nous, de nouveau, et la commission d'enquête dit à peu près la même chose, il faut que l'État reprenne son rôle. Ça veut pas dire une recentralisation, c'est pas ça qui résoudra le problème, mais l'État a un rôle à jouer. Je disais en norme pour l'affaire de Châteauroux et non pas pour le témoignage de Maëva, parce qu'il y avait aussi des histoires d'argent public sans déclaration au fisc pour le côté de cette affaire. On a les premiers éléments du rapport d'enquête parlementaire qui disent ce que vous disiez au mois de janvier, Claire Hédon, que le secteur est traversé par une crise profonde dont les premières victimes sont les enfants, Lies Loufoque. Évidemment, et non seulement ils le sont, mais ils le sont sur plusieurs générations. Maëva est peut-être plus jeune que moi, d'autres sont plus anciens que moi, ils ont connu des systèmes différents, l'assistance publique après la Seconde Guerre mondiale, la DAS dans les années 50-60, l'ASE à partir des années 80, et tous ont comme point commun de s'être vus voler leur enfance par un système qui nous a broyés, par un système qui a organisé sa propre impuissance, qui n'a pas su nous protéger, qui n'a pas su satisfaire à nos besoins fondamentaux. Le rapport de la commission d'enquête le pointe, d'ailleurs elle l'établit, cette commission d'enquête, le caractère systémique des violences subies par ces enfants-là, que ce soit par l'instabilité dans les parcours, le fait de changer de lieu de placement comme on changerait de vêtements tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, tous les 2 ans, avec une instabilité affective à la clé, une insécurité affective à la clé qui a des conséquences également tout au long de l'âge adulte, la maltraitance dans les foyers avec des enfants qui sont victimes parfois de violences sexuelles commises par des professionnels ou par d'autres enfants sans que cela ne débouche sur la moindre action même judiciaire. Le fait que des familles d'accueil, encore aujourd'hui, ne soient absolument pas contrôlées, même si l'on sait que beaucoup de scandales ont pu mettre en lumière des faits extrêmement graves dans une opacité institutionnelle. C'est terrible. Et aujourd'hui, la situation, moi je le dis sans détour, elle est beaucoup plus grave qu'à mon époque. Beaucoup plus grave qu'à mon époque. Et j'estime avoir eu énormément de chance d'avoir été placé dans les années 90-2000, parce que être placé aujourd'hui, en 2025, c'est quelque chose d'extrêmement pénible, d'extrêmement douloureux. Je rappelle que des enfants placés meurent dans le cadre de leur prise en charge. On a eu encore en début d'année dernière le suicide de la petite Lily. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. Elle n'avait rien à faire dans un hôtel. Pourquoi c'est plus dur aujourd'hui ?
C'est beaucoup plus dur aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus d'enfants à protéger. C'est une réalité statistique, mais c'est aussi une réalité humaine. Le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants augmente. Et donc cette augmentation de ce seuil d'intolérance conduit à davantage de signalements. Fort heureusement, on les repère mieux qu'auparavant. Le fait de signaler un enfant aujourd'hui est de moins en moins associé à une forme de délation. C'est une très bonne chose. Je crois même que c'est l'une des plus grandes avancées. La pauvreté aussi augmente dans ce pays et cette pauvreté entrave la capacité des parents à satisfaire aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Et ce sont des situations qui ensuite s'enveniment, mais des enfants qu'on doit extraire de leur environnement familial pour leur protection. C'est donc davantage d'enfants placés, c'est de moins en moins de professionnels. On a une baisse, mais drastique du nombre de familles d'accueil dans ce pays qui ont fait l'honneur de notre nation. Ce sont des femmes, quelques hommes, qui ont décidé d'accueillir des enfants chez elles, même si ce n'était pas les leurs, et d'être en quelque sorte d'occuper ce rôle de suppléants parentaux. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus rares parce que c'est des métiers qui sont usants, parce qu'on ne s'est pas adapté aux réalités du 21e siècle en leur interdisant de cumuler cette fonction avec un autre emploi. C'est des travailleurs sociaux qui ont vu leur pouvoir d'achat drastiquement baisser également. Dans les années 2000, ils étaient rémunérés 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, être éducateur à l'ASE, c'est le SMIC plus 100 €. Donc plus personne n'a envie de mettre les mains dans la merde pour des salaires aussi ridicules. Voilà. Les choses sont dites. Natacha Vesnitch, avant d'aller plus loin, c'est un système, quand on n'y a pas à faire, l'aide sociale à l'enfance, qu'on ne connaît pas nécessairement. Je disais ce chiffre au début de l'émission, 400 000 enfants. À quel moment de sa vie d'enfant ou de jeune mineur on se retrouve à avoir affaire à l'aide sociale à l'enfance? Il faut rappeler que ce sont des enfants qui seront peut-être pour certains maltraités, mais qui sont déjà... qui sont déjà dans une situation de danger au moment où un juge prend la décision de les mettre... C'est le juge qui prend la décision de placer un enfant soit dans un foyer, soit dans une famille d'accueil, les assistants familiaux comme on les appelle. Mais il y a aussi des aides éducatives en milieu ouvert. Et ça aussi, c'est décidé par le juge. C'est-à-dire que le juge, avant de placer l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un foyer, peut dire, écoutez, on va vous aider, on va faire venir des éducateurs spécialisés dans les familles, qui sont d'ailleurs, la juge me le disait, celle que j'ai rencontrée pour mon reportage, qui sont d'ailleurs preneuses de ces conseils, parce qu'il y a des familles qui sont désemparées, qui savent qu'elles sont défaillantes. Il y en a d'autres qui sont dans le déni, évidemment. Mais voilà. Et donc, elle me disait... cette juge, que parfois ces aides éducatives en milieu ouvert qui pourraient prévenir un futur placement ne sont pas mises en place. Et donc du coup, lorsque ce n'est pas mis en place et que la juge, qui a 400 dossiers à suivre, se rend compte qu'un an plus tard, parfois il est trop tard. Et donc un an plus tard, qu'est-ce qu'elle ordonne? Le placement. Parce que la situation s'est dégradée. Je voudrais revenir sur ce point important, parce qu'on est quand même en train de parler de décisions de justice qui ne sont pas appliquées. Oui. Parce que clairement, que ce soit l'accompagnement en milieu ouvert ou le placement, ce sont des décisions de justice qui ne sont pas appliquées. 3000 décisions non appliquées en 2023. Au moins, parce qu'on a du mal à avoir les chiffres exacts, c'est surtout la durée pendant laquelle ils ne sont pas appliqués. Et vous avez insisté sur un point important qui est l'accompagnement en milieu ouvert. C'est de la prévention, en fait. Et qu'est-ce que ça pose comme problème? On maintient ces mineurs... Mais oui, ils sont chez eux, mais il y a un accompagnement. Et donc, je voudrais insister. L'IS a vraiment dit qu'il y a une augmentation des signalements. Il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi il y a une augmentation des signalements. C'est vrai qu'il y a effectivement un meilleur dépistage. L'IS l'a dit, une augmentation de la pauvreté, des conditions de vie difficiles, des mamans seules qui ont du mal. Donc, si on veut prévenir, qui est quand même a priori l'objectif, il faut agir sur tous ces points. Donc, le premier point, par exemple, c'est quand même la lutte contre la pauvreté dans tout ça. Et tout le monde nous le dit, sur le terrain, il y a moins d'argent, donc on fait moins de prévention. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point en prévention, c'est tout ce qui est soutien à la parentalité. C'est indispensable et un soutien bienveillant qui, justement, évitera les placements. C'est tout l'accompagnement en milieu ouvert qu'il faut réellement mettre en place. Donc je pense que agir sur la prévention, c'est déjà le premier point qui est essentiel. Après, effectivement, dans des cas et dans des situations plus graves, il y a la question du placement. Mais sur les 400 000 qui sont en protection de l'enfance, en fait, c'est juste un peu plus de la moitié qui sont placés. Tout le reste, c'est de l'accompagnement en milieu ouvert. Donc tout le reste, on est sur de la prévention. Et c'est là qu'il faut aller plus fort. Et après ça, la question des travailleurs sociaux qui sont en perte de sens. Il y a la question du salaire, mais pas que. Non. Quand vous êtes en condition où on vous demande d'accompagner de plus en plus d'enfants parce qu'il y a un manque de moyens, vous êtes en perte de sens totale. On fait ce métier-là parce que ça a du sens et pas pour devenir maltraitant. Et quand d'un seul coup, vous avez trop d'enfants à suivre, ce n'est plus possible. Et donc, il faut agir sur tous les biais en même temps. D'ailleurs, le rapport pointe un manque de moyens chroniques. Juste, allez-y, Elias. Oui, je voudrais rebondir sur cette inexécution des décisions de justice. Elles ont des conséquences dramatiques. Selon l'inspection générale des affaires sociales, un enfant décède
malade sous les coups de ses parents et tué par ses parents tous les 5 jours. Parmi eux, près d'un enfant sur 2 vivait dans des familles déjà suivies par des services sociaux. C'est-à-dire que ce sont des morts que la puissance publique, que l'État, la nation, aurait dû éviter en s'organisant autour de cet enfant, en exécutant des décisions qui le concernaient, en l'extrayant de son environnement familial. Mais donc, comment expliquer qu'elle ne soit pas appelée? Parce qu'il n'y a, pas de place. Il n'y a plus de place, tout déborde. On a par exemple en Dordogne manque de travailleurs sociaux, c'est suroccupation à 140%. Vous vous rendez compte, vivre dans un foyer où la suroccupation est de 140%, c'est exactement la même comparaison qu'on peut faire avec le système carcéral. Donc c'est des enfants qui dorment en réalité sur des matelas à même le sol, sur des lits de camp, dans des couloirs. Voilà, dans une caravane, disait dans une caravane. Et c'est peut-être ce qu'il y a de pire actuellement, c'est que aujourd'hui ces enfants qui sont extraits pour leur protection de leur famille sont parfois, encore trop souvent même, placés, abandonnés dans des foyers, dans des campings, dans des gîtes, dans des hôtels où il n'y a parfois aucun professionnel à leur côté. Et ça conduit à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure avec l'affaire de la petite Lily qui s'est suicidée dans une chambre d'hôtel en début d'année, ça conduit à des morts. On n'a pas eu qu'elle. On a eu Nour qui a été placé par l'ASO de Paris dans un hôtel insalubre alors qu'il était polytraumatisé du fait de son parcours d'exil et de ce qu'il avait subi dans son pays d'origine. Nour s'est jeté dans la Seine. Il y a eu Jess Seba qui a été, lui, abandonné dans un hôtel des Hauts-de-Seine avec plein d'autres enfants placés du même département, présents au même endroit. Il n'y avait pas de professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune a pris un couteau, il l'a planté pour un conflit ridicule. Il y a eu tant et tant d'autres enfants qu'on a perdus, qui sont morts dans le cadre de leur prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Et en cela, la commission d'enquête a raison, c'est un scandale d'État. Et c'est effectivement la question du placement dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça et pas habilités, camping, gîtes et tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas les travailleurs sociaux pour les accompagner, ou en tout cas pas suffisamment. Et en parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes, ils rentrent dans des réseaux pour les jeunes filles de prostitution, pour d'autres incités à commettre des actes. C'est du traitement des êtres humains. On dit en France qu'on lutte contre la traite des êtres humains. Mais lutter contre la traite des êtres humains, c'est empêcher que ces enfants ne soient pas suffisamment accompagnés. Quand ils sont dans des hôtels, le risque, il est là. Il risque effectivement de suicide, de bataille entre eux, mais le risque, c'est de rentrer dans des réseaux. Natacha, pour que ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément familiers du sujet, comprennent bien, comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation où un enfant dont on connaît la situation et qui est en situation de danger se retrouve dans un camping, dans un gîte, sans professionnel de l'aide sociale à l'enfance? Qui prend la décision de le mettre concrètement dans un gîte? Comment est-ce que c'est seulement possible? Le problème, c'est que lorsque le juge donc ordonne un placement d'un enfant, eh bien, ça arrive donc à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance d'un département, qui doit trouver une place à ses enfants. Et donc, comme le disait très bien Liès Loufoque et Claire Hédon, c'est qu'il y a un manque cruel de place. Donc, les éducateurs spécialisés, aujourd'hui, leur travail, ce n'est pas de s'occuper des enfants comme ils devraient le faire. Trouver des lieux. C'est trouver des lieux. Toute la journée, ils appellent leur réseau pour dire: est-ce que tu peux me prendre cet enfant? Est-ce que tu peux... Et donc une éducatrice spécialisée que j'ai rencontrée pour mon reportage me disait: mais on n'est même plus à se demander s'il va bien être placé, cet enfant. On veut juste qu'il soit placé. Donc évidemment que cette personne ne me disait pas: moi je vais laisser un enfant dans un camping. Mais oui, il y a des éducateurs spécialisés qui disent: oui, je l'ai laissé cette nuit dans un hôtel qui n'est pas du tout adapté, une jeune fille qui va se retrouver avec que des jeunes hommes, par exemple, dans un hôtel. Donc ils vont essayer de trouver le lendemain des solutions, mais en fait, donc c'est entre la peste et le choléra, le choix qui s'offre à eux. Oui, mais la responsabilité, vous demandez la question de la responsabilité, c'est pas les travailleurs sociaux là qui sont responsables, c'est le département. Sauf que quand je vous ai dit que le conseil départemental est le chef de file de la protection de l'enfance, l'aide à l'enfance, c'est dans le département, donc c'est le département qui est responsable. Mais je redis, toute la responsabilité ne va pas au département. Quand le département est lui-même en difficulté, ne serait-ce que par exemple pour que ces jeunes qui sont en protection de l'enfance aient un accès aux soins et un accès aux soins fluides, soins de santé mentale. Quand vous avez 18 mois d'attente dans des centres médico-psychopédagogiques, vous ne pouvez pas agir suffisamment rapidement. Donc, mais le chef de file de la protection de l'enfance reste le département. Donc, une décision de justice, c'est au département de l'appliquer. Et je tiens à souligner que dans le rapport du syndicat de la magistrature sur les mesures de placement non exécutées, il est quand même fait état d'une donnée extrêmement alarmante. Près de 8 juges des enfants sur 10 ont déjà renoncé au moins une fois à prendre une mesure de protection parce qu'ils savent qu'elle ne sera pas exécutée derrière par les départements. Donc ce sont des enfants qui
sont en danger, pour lesquels les juges estiment que la balance bénéfice-risque entre un placement à l'ASE et le maintien dans sa famille doit se poser et donc ne prennent pas la décision de placer. Mais on va écouter justement, Natacha, une de ces juges que vous avez rencontrée, une juge pour enfants qui travaille à Nantes et qui dit qu'en permanence, une trentaine de ces jugements, effectivement, ne sont pas appliqués. Elle vous explique concrètement ce que ça a comme conséquence. On écoute bien la juge de Nantes, je le dis à la régie pour qu'on soit sûr de bien entendre le bon témoignage, parce qu'on écoutera ensuite un travailleur social tout à l'heure. Le dossier que j'ai dans les mains, c'est la situation d'un jeune garçon qui est confié à l'aide sociale à l'enfance depuis près d'1 an. Et malheureusement, donc, cette mesure n'est pas du tout exécutée. J'ai parfois un sentiment d'impuissance puisque des décisions que j'estime protectrices à un instant T ne sont pas mises en œuvre. Et ça, je peux l'apprendre si je ne suis pas en veille sur les décisions que j'ai prises des mois, voire l'année suivant la prise de décision. Pour la juge, ces manquements dans la protection de l'enfance représentent une violence institutionnelle qui peut avoir de graves conséquences. Plus on grandit, plus on se construit aussi avec cette défiance vis-à-vis d'un système qui nous a dit qu'il allait nous protéger et qui nous a laissés en danger ou en difficulté. Le risque, c'est aussi de ne plus la respecter, cette société qui ne nous a pas protégés. Voilà, Lies Loufoque, ce que dit cette juge. Oui, ça confirme ce que tout le monde observe malheureusement depuis plus de 10 ans. On disait tout à l'heure que l'État avait une part de responsabilité, c'est vrai, dans les moyens que l'État décide d'allouer aux collectivités territoriales. On a vu que dans le cadre du dernier projet de loi de finances, il y a eu un projet de baisse drastique pour les finances publiques et notamment pour les départements, ce qui aurait eu un impact évidemment catastrophique sur l'aide sociale à l'enfance. Mais ne nions pas non plus que ces 40 dernières années, depuis qu'on a décentralisé la politique publique d'aide sociale à l'enfance, qu'on l'a confiée à la responsabilité des départements, ça n'a été que de désastre en désastre. Et pourtant, avec je voyais ce chiffre, Lies Loufoque, c'est 10 milliards d'euros par an l'aide sociale à l'enfance, oui. c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Évidemment, si on prend ça comme ça, 10 milliards, ça représente quelque chose d'énorme en soi pour le commun des mortels. Mais ça n'est absolument pas proportionné aux besoins. Et c'est ça la difficulté, c'est que les budgets en matière d'aide sociale à l'enfance, je dirais que ces 30 dernières années ont toujours augmenté dans tous les départements, même ceux qui ont eu une politique la moins volontariste du monde, mais ils n'ont jamais augmenté proportionnellement aux besoins, ce qui fait qu'on a accumulé aussi énormément de retard. Et aujourd'hui, force est de constater que ces 10 milliards d'euros que les départements mettent sur la table ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup trop d'enfants qui restent en danger dans leur famille, faute de voir la décision de justice qui les protège être exécutée, énormément de jeunes majeurs qui, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, ne se voient pas maintenir leur protection, sont jetés à la rue. Je rappelle quand même qu'en France, 40% des jeunes sans domicile fixe nés en France de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. C'est une personne sans domicile fixe sur 4 dans le pays qui a eu un parcours en foyer ou en famille d'accueil. Donc ça, évidemment, c'est aussi une question d'absence de moyens. Vous, en tant que parent, jetteriez-vous votre enfant à la rue à 18 ans sous le simple motif qu'il a atteint la majorité légale? Non, on va continuer quelques années, le temps qu'il finisse ses études, au moins jusqu'à 21 ans, 22 ans, 23 ans. Voilà, on est tous très inégaux face à la transition. L'âge moyen en France du départ d'un foyer, c'est 24 ans en famille. C'est l'âge moyen. À 18 ans, vous demandez à un enfant d'être autonome. C'est un des points, parce que puisqu'on en vient maintenant, finalement, quand l'enfant a été placé, comment il est suivi? Cette question du à 18 ans, la façon dont Lies le dit, ils sont jetés dehors, dans lequel il n'y a plus d'accompagnement. Il y a quand même l'accompagnement qui peut être proposé jeune majeur. Il y a dans la loi inscrit plusieurs choses. La loi, elle est bien faite. Il faudrait juste qu'elle soit appliquée. Il y a d'abord le projet pour l'enfant tout au long du parcours pour l'enfant. Nous, ce qu'on constate dans nos instructions, c'est que ce projet pour l'enfant, il y a des moments où il n'existe pas, où il est très succinct. Il n'est appliqué que dans 20% des départements. Un an avant la majorité, il y a une obligation d'entretien avec le jeune pour savoir quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il veut faire. Pareil, ce n'est pas appliqué. Vous n'avez pas eu cet entretien? Mais ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. C'est dans la loi. Depuis 2022. C'est le fruit des luttes des anciens enfants placés qui se sont mobilisés pour que le Parlement regarde cette réalité en face et légifère. Donc, autant pour moi, mais cet entretien n'existe que dans le texte de la loi. En tout cas, il n'est pas du tout systématique. Et surtout, qu'est-ce qu'on observe, nous, dans nos réclamations? Des enfants qui ont eu droit au contrat jeune majeur, mais comme beaucoup
de jeunes qui font des études, il y en a qui sont en alternance à certains moments, donc qui ont un revenu financier. À partir de ce moment-là, il y a des départements qui disent « on ne vous accompagne plus si vous avez un revenu financier ». Alors que le Conseil d'État a statué que les revenus d'apprentissage ne devraient pas être pris en compte par un département dans l'aide qu'il attribue à un enfant. Et c'est les moyens financiers, mais ce n'est pas que les moyens financiers, c'est l'accompagnement humain aussi. Un jeune ne peut pas être laissé seul à 18 ans sans accompagnement. Oui, et puis c'est la culture. L'élu en matière de protection de l'enfance dans un département, on ne va pas se mentir, c'est souvent le dernier de la liste départementale, c'est celui à qui on n'a pas trop voulu confier de responsabilité. C'est un peu la politique dont tout le monde se fout, disons-le clairement. Il n'y a pas d'implication réelle, on ne voit jamais de grandes figures politiques s'exprimer sur le sujet ou prendre ses responsabilités dans les départements. Et quand je dis qu'il y a une vraie culture de l'élu aujourd'hui qui est problématique, et c'est pour ça que moi j'appelle à la recentralisation de la politique d'aide sociale à l'enfance, c'est qu'on voit bien que dans les choix budgétaires et dans les arbitrages financiers qui sont faits, ils sont malheureusement souvent faits au détriment des enfants. On a des départements, pardon, je finis là-dessus, mais qui préfèrent, je le redis, financer des compétences facultatives comme, même si elles sont pertinentes, mais loisirs, culture, etc., au détriment du financement de leurs compétences obligatoires. Pardonnez-moi, mais moi je préfère qu'on sauve la vie d'un enfant plutôt que qu'on donne une subvention à je ne sais quelle association culturelle. S'il faut faire des choix, il faut que ce soit des choix qui ne se basent que sur l'intérêt supérieur des enfants. Il y a la question aussi des mineurs isolés, on va y revenir dans un instant, mais il y a un autre chiffre qu'on voyait à l'instant, Natacha, sur lequel vous nous avez alerté, 70% des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui quittent le système sans aucun diplôme. Ce que ça dit, en fait, si je comprends bien tout ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, en France, dans un pays comme le nôtre, quand on est un enfant qui est passé par l'aide sociale à l'enfance, un SDF sur 4 est un ancien enfant placé, les chances de s'en sortir dans la vie sont minimes. Oui. Ah oui, sont minimes. Moi, j'ai rencontré des jeunes filles, des jeunes femmes à Marseille, parce que je suis allée dans une association qui aide justement les jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, le président de cette association, qui est lui-même un ancien enfant placé, organise des réunions pour parler des inquiétudes de ces jeunes qui ont 18, 19, 20, 21 et qui me disent, oui, demain, je ne sais pas, je vais être à la rue, je ne sais pas quoi faire et moi, je n'ai pas de parents derrière moi. Donc, ce sont deux jeunes filles que j'ai rencontrées, Cynthia notamment, qui me disaient, moi, j'ai 21 ans, je n'ai pas de permis. Là, j'ai commencé des études, mais on me dit souvent, tes études, en fait, vu que tu es enfant placé, ça ne nous arrange pas trop. Il aurait peut-être fallu que tu fasses plutôt une filière professionnalisante pour que tu puisses travailler le plus vite possible. Et donc, c'est des enfants qui sont paumés, très fragilisés par leur parcours déjà à l'aide sociale à l'enfance et qui se retrouvent à 18, 19, 20, 21 ans, perdus et sous pression. Qui me disent, voilà, moi, je ne sais même pas qui je suis. Une autre jeune fille me disait, je ne sais même pas qui je suis et on me demande de choisir ma vie. Et vous voyez, ça veut dire quoi ? Il faut permettre à ces jeunes qui sont placés en protection de l'enfance d'avoir des projets ambitieux, mais tout au long de la scolarité. Et ce que vous avez souligné, c'est pas possible qu'on leur dise, t'es un enfant placé, donc tu dois faire des études courtes. S'il a envie de faire des études plus longues, il doit être accompagné tout le temps où il a besoin d'être accompagné. Il faut des projets ambitieux. Et ça démarre, parce que l'échec scolaire, il démarre très tôt dans ces cas-là. Et ça a même un sens d'un point de vue purement, si on est un peu cynique, économique. C'est-à-dire que, vous l'avez souligné, c'est 10 milliards par an. On investit 10 milliards dans la protection d'un enfant pour tout anéantir à 18 ans. Donc l'investissement que la société a consenti à faire en finançant le système d'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance, est réduit à néant parce que d'une décision qui consiste à mettre à la rue un jeune de 18 ans, tout est rayé de la carte. Alors qu'il suffirait de quelques mois, quelques années supplémentaires pour faire en sorte que l'investissement consenti au départ produise des résultats très concrets ensuite. Et là encore, on parle d'enfants ou de jeunes mineurs qui s'en sont à peu près sortis, qui ont peut-être, bien sûr, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les familles d'accueil, dont j'imagine la grande majorité sont des gens qui font bien leur travail. On a évoqué rapidement les affaires de maltraitance, mais je voudrais quand même qu'on en détaille certains exemples. Natacha, on a parlé des lieux d'accueil qui n'étaient pas les bons. Le procès de Châteauroux a été l'illustration de ce qui peut se faire de pire sans doute. On n'a pas parlé des fratries qui étaient séparées, de l'absence de suivi psychologique chez des enfants qui accumulent malheureusement comme un millefeuille. 25% des enfants placés ont une reconnaissance administrative de handicap. Voilà. Oui, on n'a même pas le chiffre exact. Voilà, c'est un des problèmes. Dans les départements, ils ne sont pas capables de vous dire quel est le nombre d'enfants en protection de l'enfance qui sont en situation de handicap. Si on veut bien les prendre en charge, il faut aussi avoir ces chiffres. On manque de données chiffrées et vous parlez de l'accès aux soins. Là, vous voyez bien que c'est le rôle de l'État et pas du département. Enfin, je remets, il y a une part de responsabilité du département. Il y a aussi une énorme part de l'État sur les questions accès aux soins et fluidité
fluidité dans les parcours de soins, particulièrement en parcours de soins psychologiques. Et sur la prise en charge de la santé mentale et du handicap. C'est une énorme difficulté. On est allé pour notre reportage à Maubeuge dans une famille d'accueil, et l'assistante familiale nous dit, moi j'ai une jeune fille qui a de graves problèmes mentaux, qui devrait être suivie plusieurs fois par semaine, limite par une psychologue, etc. C'est une jeune fille qui est très violente, qui étale ses excréments sur les murs. Je le dis parce que on se rend pas compte. Cette famille d'accueil, elle doit gérer ça au quotidien. Eh bien, des familles d'accueil qui sont d'ailleurs elles-mêmes, est-ce qu'elles sont elles-mêmes suffisamment soutenues, aidées pour accompagner ces pas du tout, elles se sentent totalement dévalorisées, pas du tout reconnues, pas du tout aidées. Et elle me disait, cette assistante familiale, j'ai dû aller en Belgique pour fournir un soutien psychologique parce que je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous chez une psy ou chez un psy pour la jeune fille que je garde depuis 7 ans. Je crois que son suivi psychologique a commencé, si je ne me trompe pas, il y a 1 an. Ça fait 7 ans qu'elle est dans cette famille d'accueil. Donc, comment voulez-vous que des enfants placés avec de graves difficultés, de graves traumatismes s'en sortent et fassent confiance après à la société dans laquelle ils ont grandi? Et cette situation d'absence totale de prise en compte de la santé des enfants, que ce soit leur santé mentale ou même leur santé physique, il faut rappeler quand même que quand on est placé à l'ASE, il faut attendre pareil des années avant de pouvoir voir ne serait-ce qu'un dentiste. Je veux dire, il y a des enfants qui sont placés à l'ASE pendant 18 ans qui n'ont jamais vu de dentiste de leur vie quand même. Donc il y a vraiment une inattention la plus absolue sur leurs conditions de soins. Et une inégalité face au droit, parce que l'accès aux soins dentaires, c'est un droit. Et ce que cela provoque dans notre système est extrêmement grave. Ça va être des enfants qu'on va surmédicamenter. On a des enfants, et beaucoup d'enfants placés, et ça fait l'objet d'ailleurs de plusieurs thèmes traités par la commission d'enquête parlementaire, ont été contraints de prendre du Valium, du Tertian, du Risperdal, de la Ritaline, avec des doses en veux-tu, en voilà, donc où ils se retrouvaient complètement défoncés du matin au soir, parce que ça permettait, entre guillemets, aux adultes de mieux les gérer. Donc ça, c'est des pratiques qui se sont complètement banalisées, alors qui existaient déjà à mon époque, bien avant mon époque, qui continuent malheureusement encore d'exister de manière très intense aujourd'hui, mais qui sont très attentatoires à la dignité humaine en réalité. Donc cette absence-là de prise en compte de la santé de ces enfants a des conséquences terribles, et des conséquences y compris durables sur le long terme. Et je voudrais insister sur le fait que ça fait un moment que l'institution du défenseur des droits alerte là-dessus. Je veux dire, c'est pas nouveau, il y a une aggravation. Il n'y a pas de doute qu'il y a une aggravation. Mais nous, ça fait 14 ans qu'on rend des décisions avec des recommandations. Et des recommandations, entre autres, sur le rôle de l'État, sur le suivi en termes de soins. On a, dans l'enquête qu'on a menée... dans le désert depuis eh ben oui, mais ans. Ça fait un moment que je dis, nous n'avons pas de pouvoir de contrainte, nous avons de forts pouvoirs d'enquête, l'institution du défenseur des droits, donc qui est défenseur des enfants. Mais il faudrait suivre un peu plus nos recommandations, parce que ça fait quand même un moment qu'on alerte sur cette question. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, il y a énormément de rapports depuis des dizaines, pas des dizaines d'années, mais et qui disent, moins 20 ans, qui disent et qui redisent. Mais donc celui d'aujourd'hui, qui est rendu aujourd'hui, c'est une feuille de plus sur non, le je pense que ça contribue à alerter, c'est bien. Et je voudrais redire le rôle de l'État. Dans l'enquête que nous avons menée, les départements qui ont contractualisé avec l'État dans le cadre, entre autres, des plans pauvreté pour avoir un soutien financier. Et je vois Liès qui lève les yeux aussi. La méthodologie est très antidémocratique. Mais surtout, c'est moins de 2% du budget du département qui a été apporté par l'État dans le cadre de cette contractualisation. Il y a un moment, il faut aussi des moyens financiers. Il n'y a pas que une question financière. La contractualisation, c'est sur des éléments qui, en plus, figurent dans la loi. C'est-à-dire qu'on dit au département, en gros, le Parlement vote une loi, il dit dorénavant, le fonctionnement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les départements dire ah non, nous on n'a pas vraiment envie d'appliquer les lois, et l'État arrive en disant puisque tu veux pas appliquer les lois, je vais te donner un petit bout de carotte avec quelques centimes, quelques euros. Parce que Claire disait tout à l'heure que la loi existait, il suffisait de l'appliquer. Vous êtes d'accord avec ça? Clairement, il n'y a pas besoin de contrôle aussi. Voilà, alors ça c'est très important. Mais la loi, honnêtement, on appliquerait la loi Média, c'est ce que l'institution remarque dans plein de nos domaines, aussi bien en discrimination qu'en déontologie des forces de sécurité, qu'en droit des usagers de services publics ou en lanceur d'alerte. La loi, elle est pas mal faite. Moi, je vois l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Et sur la protection de l'enfance, on est là, et vous avez souligné droit aux soins, vous l'avez bien dit pour les enfants, et en fait, ce qu'il faut, c'est simplement appliquer la loi. Et ce serait déjà une bonne chose. On demande, et on le demande depuis 10 ans, que chaque enfant placé, quel que soit son degré de discernement, ait le droit d'être assisté d'un avocat. Aujourd'hui, les enfants placés dans le système sont complètement livrés à eux-mêmes. Les parents sont défaillants ou incapables d'aller défendre l'intérêt de leurs enfants. L'aide sociale à l'enfance a parfois des intérêts divergents avec ceux de l'intérêt de l'enfant, et ainsi de suite avec tous les autres interlocuteurs. Donc avoir un avocat dûment formé auprès de chaque enfant placé, c'est aussi lui permettre d'aller défendre ses droits. Quelqu'un qui le soutienne et qui va faire son suivi.
Le cas où d'un administrateur ad hoc, c'est important. La loi interdit la séparation des fratries, par exemple, par principe. On estime qu'un enfant qui peut vivre avec ses frères et sœurs doit vivre avec ses frères et sœurs. Ça n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Mais l'enfant, quelle voie de recours a-t-il pour faire valoir son droit à la non-séparation? Il n'a pas la capacité juridique à saisir le tribunal administratif. Alors, il peut nous saisir, mais il ne sait pas qu'on existe. Un mineur peut nous saisir, le problème, mais c'est que rien il ne sait pas forcément qu'on existe. Voilà, mais rien ne peut contraindre le département, finalement, à faire respecter. Le juge judiciaire ne peut pas, et le défenseur des droits n'a pas le pouvoir d'imposer. On peut déjà au moins passer ce message. Si un enfant est en difficulté, il peut saisir Claire Hédon. Natacha. Oui, ce que me disait une éducatrice spécialisée, c'est que pour la séparation des fratries, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que c'est bien beau, la loi le dit, mais elle me dit, moi, trouver une place, c'est déjà galère. Trouver 2 places, parfois ça arrive avec beaucoup de chance. Mais des fratries de 3, 4, 5, 6, ça n'arrive jamais. Elles sont systématiquement séparées. Alors après, on demande aux éducateurs spécialisés d'organiser des temps de fratrie. Mais elle me le disait, un temps de fratrie, ce n'est pas vivre ensemble, c'est pas se lever ensemble, c'est pas se brosser les dents ensemble. Il faut le professionnel qui va se détacher du groupe pour aller mais ça ne remplacera pas de toute façon un quotidien entre frères et sœurs. C'est en ça que la commission d'enquête et le rapport qui a été rendu public ce matin est intéressant. C'est que pour moi, il y a même s'il dit des choses que vous dites tous depuis des années. Les constats sont répétés et les revendications sont reprises. Ça, je suis plutôt content. Avocat obligatoire, instance de contrôle nationale indépendante. C'est-à-dire instance qui contrôlerait les travailleurs indépendante, vraiment. J'insiste sur le mot indépendant. Ce qu'il faut, c'est que le contrôle soit fait. En fait, le problème pour l'instant, c'est que que ce soit les agences régionales de santé, le préfet et le département ne font pas. Parce que dans l'affaire de Châteauroux dont on parlait tout à l'heure, il n'y avait pas eu de contrôle. C'est la même chose sur les EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Les contrôles ne sont pas suffisants. C'est des contrôles sur place. Parce qu'il ne s'agit pas de faire simplement des contrôles sur pièce, mais des contrôles sur place et inopinés. On ne prévienne pas les familles d'accueil une semaine avant. Et inopinés. C'est ça. Mais ce qui est inédit dans ce rapport, qui n'avait jamais été dit dans aucun rapport précédent, peu importe d'où il émanait, c'est que d'une part, il y a une reconnaissance des violences institutionnelles, et non seulement il y a une reconnaissance des violences institutionnelles, mais l'Assemblée nationale va plus loin. Elle estime que ces violences institutionnelles sont systémiques. Ce n'est pas rien, c'est reconnaître que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui est producteur de violence, est producteur de maltraitance, et que ces causes sont structurelles et systémiques. Et le deuxième élément très important pour moi, mais comme pour beaucoup d'autres, de toutes générations confondues, c'est que cette commission d'enquête exige la mise en place d'une commission de réparation. Qu'allons-nous dire à tous ceux qui sont sortis du système, qui dorment sur nos trottoirs, qui se sont vus rompre les liens avec leurs frères et leurs sœurs, qui ont été violés en foyer, qui ont été massacrés en famille d'accueil et qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes à 18 ans. Il faut réparer, reconnaître, réparer et reconstruire. Et je crois que cela aujourd'hui s'impose à la société tout entière, s'impose au Parlement et également au gouvernement. Claire Hédon, je voudrais qu'on évoque le cas des mineurs non accompagnés, un chiffre qui augmente en faveur de la crise migratoire. Voilà, c'est la double peine. En préparant cette émission, je découvrais que d'un département à l'autre, il y a certains départements qui assument, si je comprends bien, de privilégier certains enfants, des enfants considérés comme étant nés en France et donc légitimes pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, quand des mineurs non accompagnés, 2 points là-dessus. Sont livrés un mineur non accompagné est un mineur. Avant d'être un étranger, c'est un mineur. Nous avons signé et ratifié une convention internationale des droits de l'enfant. Nous devons défendre les droits de l'enfant. Donc, un mineur non accompagné est d'abord un mineur et donc doit être pris en charge. C'est absolument de la une même obligation. façon que n'importe quel autre enfant. Que n'importe quel autre enfant. Et alors, monter les populations les unes contre les autres. Mais enfin, excusez-moi, les départements qui disent ça prennent pas du tout mieux en charge les enfants, entre guillemets, français. Et puis, vous allez quoi? On va continuer là en ce moment à monter les populations les unes contre les autres, à montrer du doigt les étrangers, les pauvres, ceux qui ne sont pas comme ci et comme ça. Mais c'est délétère pour tout le monde. Quand est-ce qu'on comprendra que monter les populations les unes contre les autres, et pas simplement les mineurs, est délétère pour l'ensemble de la société, et même pour chacun d'entre nous? Je suis atteinte dans ma dignité quand quelqu'un est atteint dans sa dignité. Quand est-ce qu'on comprendra ce genre de choses? On a, sur le fronton de toutes nos BRI, liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on peut ne pas l'oublier? Ça fait partie des principes de notre République. Claire a raison. Aujourd'hui, les
mineurs non accompagnés sont pointés comme les boucs émissaires de toutes les failles du système de protection de l'enfance. Ils sont accusés d'être responsables de l'absence de place, de l'explosion de mentir sur leur minorité. De mentir sur leur minorité. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que le système, prôné souvent d'ailleurs par l'extrême droite de préférence nationale, s'applique d'ores et déjà dans notre système de protection de l'enfance. Ce sont des enfants qui, quand ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le sont dans de plus mauvaises conditions que les enfants placés de nationalité française, avec des départements qui décident d'investir beaucoup moins d'argent dans les établissements qui vont les accueillir que celui qu'on peut investir pour des établissements qui vont accueillir des enfants placés français. Donc il y a déjà dans le système de protection de l'enfance une vraie distinction, une vraie inégalité de traitement, ne serait-ce qu'au regard du financement qui s'opère. Et ça, c'est évidemment extrêmement grave et c'est attentatoire à la Convention internationale des droits de l'enfant, à des principes fondamentaux qui ont fondé notre République. Et ça devrait tous nous alerter. Un syndicaliste assistant social que j'ai rencontré dans le Nord me le disait, les mineurs isolés, on les met direct dans des hôtels de la banlieue de Lille. Je veux dire, il est très clair là-dessus. Avec moins de travailleurs sociaux. Des hôtels sur lesquels on enlève le mot hôtel parce que c'est interdit par la loi depuis 2022, mais tous les mineurs isolés sont dans ces hôtels sans aucun suivi, avec un assistant social qui ne passe jamais, des éduc-spé qui sont totalement inexistants. On les met des problèmes de langue aussi. Voilà. On les met clairement dans ces hôtels. Donc, c'est vraiment les sous-enfants du système de la protection. Je voudrais insister, moi, sur un point qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est quand même saluer le travail des travailleurs sociaux qui cherchent à faire au mieux. Parce qu'il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur ces travailleurs qui essayent de faire au mieux, qui sont eux-mêmes mis en situation délicate et qu'il faut absolument soutenir. Liès a évoqué la question du salaire. Il y a une question de revalorisation du métier. Il y a une vraie question du taux d'encadrement. Combien de jeunes doivent-ils suivre ? Pour certains, c'est passé de 30 à 40 ou à 50. Ce n'est plus fait. Et du coup, et aussi un problème de formation continue, de formation à la bientraitance. Tous les travailleurs sociaux devraient être formés sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment important de ne pas jeter l'opprobre sur une profession qui cherche à faire au mieux dans un contexte excessivement difficile. Les collègues, alors je suis moi-même éducateur spécialisé, les collègues le disent très bien, ils le disent. Aujourd'hui, nous sommes maltraitants. Nous sommes maltraitants parce que nous n'avons pas les moyens d'exercer, nous n'avons pas justement de taux et de normes d'encadrement qui permettent d'être en nombre suffisant dans les établissements. Vous vous rendez compte quand même que l'aide sociale à l'enfance, ça accueille les enfants les plus vulnérables de ce pays, ceux qui ont subi des souffrances atroces, qui sont parfois même polytraumatisés, et ça fait pourtant partie des seuls systèmes où il n'y a pas de taux et de normes d'encadrement. Quand vous mettez vos enfants dans une crèche, dans une colonie de vacances, dans un centre de loisirs ou autre, la loi est très claire, elle dit il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants. Eh bien, ces normes sont inexistantes dans le système de protection de l'enfance, mais on marche sur la tête. On va écouter un de ces travailleurs sociaux que vous avez rencontré dans le département du Nord, Natacha. Je donne souvent cet exemple-là de cet enfant de 4 ans qui a été ballotté, qui a fait 13 lieux de placement entre le mois d'octobre 2023 et le mois de mars 2024, 13 lieux de placement. Il souffre de troubles de l'attachement. Et puis, il y a des troubles qui s'opèrent chez lui, mais chez d'autres enfants, comme des troubles d'énurésie, d'encoprésie, les pipis et les cacaolis, alors qu'il n'y en avait pas au moment du placement. C'est-à-dire qu'en gros, les collègues disent non seulement on a fait ce boulot-là pour protéger des gamins, mais en plus, on se rend compte qu'on les abîme plus qu'autre chose. La protection de l'enfance est maltraitante et c'est pour ça aussi que les collègues vont très mal. La protection de l'enfance même tue, parce qu'on a des épisodes réguliers, un peu partout en France, de jeunes qui sont morts à l'ASE. Il y a les histoires dans les hôtels, la petite Lily qui s'était suicidée. Donc oui, la protection de l'enfance aujourd'hui est plus que défaillante, elle est à terre. Et elle n'est pas à terre parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on sait faire. Elle est à terre parce qu'on n'en fait pas une priorité. Elle tue la protection de l'enfance, dit ce travailleur social. Claire Hédon, ça fait longtemps que vous êtes défenseur des droits aujourd'hui. Je vous écoute souvent. Je sens que quand même ce sujet, peut-être plus qu'un autre, vous habite. La question de la défense des droits des enfants, d'abord, traverse l'intégralité de l'institution, que ce soit sur des sujets de discrimination, d'accès aux services publics, aussi d'accueil en commissariat. La façon dont un enfant est accueilli, qu'il soit témoin, victime ou auteur, est une vraie question qui nous préoccupe. Et évidemment, particulièrement les enfants les plus fragiles, et donc ces enfants qui sont en protection de l'enfance. Et donc, oui, il faut une vraie révolution. Il faut prendre ces sujets-là vraiment dans leur ensemble. Je veux dire, c'est pas des petites mesurettes qui vont permettre de résoudre le problème. Il y a une interdépendance des droits. Ça veut dire à la fois le droit à l'éducation. Vous voyez bien, un jeune qui est déplacé 13 fois, je ne sais pas comment on fait une scolarité normale dans ces conditions. Le droit à l'éducation, le droit à l'accès aux soins, le droit à un accompagnement, le droit
d'avoir des parents qui sont soutenus. Je reviens sur cette question du soutien à la parentalité. Je réinsiste, il faut mettre les moyens sur la prévention si on veut résoudre le problème. Il faut évidemment aussi lutter contre la pauvreté. Il faut travailler aussi sur le lien sur les écrans, sur les mamans qui sont seules à élever des enfants. Mais donc vous voyez bien que c'est pas une mesure, c'est un ensemble de mesures. Alors pour conclure, Lies Loufoque, donc ce rapport dit des choses qui n'avaient jamais été dites. Hein, c'est ma grande surprise. C'est un rapport, et après quoi ? Et bien après, les associations, les anciens enfants placés, le défenseur des droits vont continuer de se mobiliser. Hein. On sait bien que rien n'est acquis sans rapport de force. Ça, on a l'habitude. Hein. Ça fait 15 ans qu'on exige de nouvelles lois, qu'on participe à l'élaboration des nouvelles lois. Ça fait 15 ans qu'on alerte les différents gouvernements. Donc on voit bien la lenteur, voire parfois l'inertie ou le déni dans lesquels certains peuvent être encore plongés. J'espère qu'à minima, ce rapport les réveillera. En tout cas, nous, il nous donne la possibilité de porter un nouveau plaidoyer, la reconnaissance du statut de victime pour tous ceux qui sont passés dans les mailles de ce filet troué qui a produit plus de souffrance que de bonheur, et puis pour les générations futures avec des mesures très concrètes, je l'ai dit, sur l'avocat, sur l'instance nationale de contrôle indépendante, sur le droit de visite inopinée des parlementaires dans les structures d'accueil. Et nous, on fera un suivi de nos recommandations. Voilà. On a donné 4 mois au département, au ministère à la ministre de l'Éducation, au ministre de la Santé, pour nous donner des réponses aux recommandations que nous faisons. Donc, dans 4 mois, on fera un état des lieux. Pour l'instant, les décisions dans les départements sont anonymisées. S'il n'y a pas de réponse suffisamment satisfaisante des départements, nous ferons ce qu'on appelle le name and shame et nous dirons quelle décision concerne quel département qui n'a pas bougé. L'État, de fait, on l'a nommé. Mais donc, vraiment, comptez sur nous. On leur a donné 4 mois pour répondre et on va faire un suivi de l'ensemble de ces recommandations. En fait, on ne lâche pas le morceau. Rendez-vous dans 4 mois. On n'a pas parlé d'amour et d'affection. Ça aussi, c'est un droit. Je ne sais pas si la loi peut l'écrire noir sur blanc. Rappeler que ces enfants placés seront les adultes de demain et seront eux-mêmes parents. La loi confie au département la responsabilité de veiller à la stabilité des liens affectifs. Hein. D'accord ? Les enfants d'aujourd'hui, ce seront des adultes de demain, effectivement, et parents peut-être à leur tour un jour. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci Claire Hédon, vous êtes défenseur des droits. Lies Loufoque, merci beaucoup, militant des droits des enfants. Je crois qu'il y a une journée de mobilisation le 15 mai pour faire entendre les droits des jeunes protégés. En attendant, Natacha, on peut retrouver votre grand format 7 en France, enfants placés, un système à bout de souffle. Vous pouvez même flash-coder votre écran de télévision. Modernité quand tu nous tiens. À bientôt Natacha. Merci beaucoup. Merci, la suite de Parlons-en, un grand format, et on se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.